Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite conférence. Je suis Jérémy Mingot, je suis journaliste pour le média Grand Mercredi et aujourd'hui, en partenariat avec Cocoon, courtier en assurance santé et prévoyance pour toutes les familles, nous allons aborder avec mes invités le joyeux sujet des grands-parents. Qu'ils aient comme surnom Papy, Mamie, Pépé, Mémé ou même Papito ou Mouna, les grands-parents ont bien évolué avec les années. Mais leur rôle, lui, a-t-il vraiment changé au même rythme? Sont-ils toujours les gardiens des traditions et des valeurs familiales? C'est à toutes ces questions et plus encore que nous tenterons de répondre aujourd'hui dans cette petite conférence. Et je ne serai pas seul pour tenter d'y répondre. À mes côtés, pour m'aider à décrypter le rôle des grands-parents du XXIe siècle, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Lénaïgue Stephens, psychologue spécialisée dans le sujet lié aux enfants et aux familles, mais aussi auteur du livre Parents, soyez heureux, publié aux éditions Erol. Bonjour Lénaïgue, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Mais aussi Evelyne Sofnowski, grand-mère de 3 petits-enfants et membre de l'association Stop Illettrisme. Comment allez-vous Evelyne? Moi très bien aussi, merci Jérémy. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, Evelyne, combien avez-vous de petits-enfants et quel est votre surnom de grand-mère? Alors moi j'ai 3 petits-enfants, 2 filles et un petit gars, et mon surnom de grand-mère c'est Mamiline. Mamiline, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ce surnom? Est-ce que c'est vos petits-enfants qui l'ont Ils l'ont choisi parce qu'il y a une autre mamie, et on s'est basé sur les prénoms, on a fait des diminutifs d'après les prénoms. Voilà, pour pas trop de ressemblance. Non, voilà. Eh bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, toutes les deux. Je vais vous poser une première question, Lénaïgue. Qu'est-ce qu'être un grand-parent aujourd'hui? Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que le rôle des grands-parents a évolué au fil des années? Oui, effectivement, le rôle des grands-parents a à la fois beaucoup changé ces dernières années parce que les grands-parents sont très occupés, ils profitent vraiment de la vie, de leur retraite, etc. Donc, ils sont mobilisés par leurs activités anciennes professionnelles ou en tout cas leurs loisirs, etc. Et en même temps, leurs enfants ont des enfants parfois plus âgés, donc ils ont plus de 30 ans, donc les enfants sont vraiment installés dans la vie, matures, etc. Donc certains enfants ont moins besoin des grands-parents. Et en même temps, paradoxalement, comme on a des enfants plus tard, je dirais que les grands-parents sont aussi plus âgés. Donc parfois aussi moins mobilisables ou plus fatigués ou qui ont moins envie de s'occuper des petits-enfants, etc. Vous devez le voir, j'imagine, avec certains de vos amis, pas vous, bien sûr. Mais je trouve quand même que encore aujourd'hui, même si les modèles changent, etc., les grands-parents ont toujours cette place fondamentale, un peu de socle de la famille. Et en tout cas, il y a un désir de transmission qui reste quand même assez fort au sein des familles en lien avec les grands-parents. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite conférence, justement, ce sujet de la transmission, en quoi il est aussi important. On peut dire aujourd'hui donc que le rôle des grands-parents est beaucoup moins en retrait qu'auparavant. Evelyne, comment est-ce que vous vivez votre rôle de grand-mère au quotidien? Alors moi je vais rejoindre un peu ce que dit Lénaïgue. C'est effectivement, à la fois je suis grand-mère et ravie d'avoir les petits-enfants, mais c'est pas au détriment de ma vie personnelle, associative, loisirs, etc. Donc très heureuse d'avoir des petits-enfants, j'en profite au maximum. Mais ce n'est pas au détriment de mes propres activités, peut-être, on en parlera peut-être après, contrairement à ce qui se passait peut-être avant. D'accord. Et justement, vous voyez une différence, vous, avec vos grands-parents quand vous étiez petite fille et vous, votre rôle aujourd'hui? Moi, j'ai eu qu'une grand-mère qui s'est beaucoup occupée de nous, effectivement, et c'était focus enfant, il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de... C'était, je dépanne ma fille quand elle a besoin, et voilà. Donc oui, c'est plus du tout le même schéma. La condition des femmes a bien changé. Hein. Et heureusement. Et heureusement. Lénaïgue, est-ce qu'au même titre que l'on apprend à devenir parent, est-ce qu'on apprend aussi à devenir grand-parent? C'est une bonne question. Je dirais que ce qui est quand même agréable avec les grands-parents et la force des grands-parents, c'est qu'ils ont quand même moins de pression et plus de recul. Aujourd'hui, les parents sont très stressés, pressurisés, vraiment, disons-le. Il y a beaucoup de questionnements autour de est-ce que je fais bien les choses, comment mieux faire, etc. Est-ce que je suis un parent efficace, est-ce que je suis un bon parent? Et donc ça peut être un peu pressurisant pour eux et au détriment parfois d'une relation parent-enfant apaisée. Donc je dirais que quand même, les grands-parents permettent un peu cette prise de recul et cette sagesse qui invite un peu au calme et à au lâcher-prise, à la confiance, etc. En revanche, c'est vrai qu'on peut dire que les grands-parents ont à apprendre leur nouveau rôle. Je dirais que c'est plutôt qu'ils doivent apprendre un nouveau positionnement.
qu'est-ce qu'attend ma fille, qu'est-ce qu'attend mon fils, qu'est-ce qu'attend ma belle-fille, qu'est-ce qu'attend mon gendre. Et c'est plutôt ça que les grands-parents ont à apprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je vois vraiment quand je rencontre des familles. C'est que c'est l'enjeu de la relation grands-parents-enfants, grands-parents-petits-enfants. C'est où est-ce que je suis attendue, comment le dire sans trop le dire, comment le faire, comment proposer sans m'imposer, etc. Ça, c'est vraiment le sujet principal dans l'apprentissage du rôle de grands-parents, je trouve. Justement, vous, Evelyne, comment est-ce que vous avez appréhendé votre rôle de grand-mère? Tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que vous dites, hein, Lénègue. Mais moi, je suis plutôt détendue. Donc effectivement, je constate aussi que mes enfants sont plus stressés que moi, et même plus stressés que moi quand j'étais parent. Donc c'est là qu'on voit que aussi le monde a changé. Évidemment. Ils sont, donc on est là, effectivement, pour un peu calmer le jeu, pour les rassurer. Vous êtes là pour assurer le rôle derrière. Le rôle derrière, alors grands-parents, c'est à la fois ne pas aller contre leur éducation, Exactement. On en parlera peut-être après, hein, c'est surtout important, c'est important. pas toujours si facile à dire, mais pas si facile à faire. Et surtout les rassurer sur l'éducation, les alléger aussi. Les alléger. Là, aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à où on va, ne pas les laisser sortir tout seuls. Ma petite fille qui rentre au collège prend le métro toute seule, mais c'est quelque chose de terrible pour eux, entre guillemets. Enfin, alors que nous, on laissait les enfants aller prendre le métro. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses où on dit, mais non, mais ça va aller. On les rassure. Et le côté un peu, le recul qu'on peut avoir est quelque chose ça leur enlève peut-être un poids, j'ose espérer. C'est une question de positionnement. Oui. Voilà. Passons maintenant à la question du bonheur familial. Lénaïgue, selon vous, quels sont les éléments clés qui définissent le bonheur familial aujourd'hui? Alors pour moi, tout le bonheur familial réside dans les liens. Ça, c'est une certitude. Donc plus les liens sont harmonieux, apaisés, détendus, plus l'enfant va être heureux, en fait, tout simplement. Moi, je dis souvent que l'enfant a des besoins psychiques affectifs et son travail, c'est d'exprimer ses besoins en fonction de son âge. Et le travail des parents, c'est d'identifier les besoins et d'y répondre le plus correctement possible et le plus harmonieusement possible pour qu'il y ait une sorte de congruence entre les besoins des enfants et la réponse des parents. Mais pour proposer ces réponses-là, il faut aller bien déjà. Il faut qu'on nous-mêmes, en tant que parents, on soit bien dans nos baskets, qu'on ne soit pas trop préoccupés, qu'on n'ait pas trop de pensées qui nous polluent un peu l'esprit. Donc il faut qu'on aille bien, il faut qu'on puisse se tourner vers notre enfant. Donc ça, c'est déjà une chose très importante, que pour que les liens soient harmonieux, il faut que les parents aillent bien. Je dirais aussi que les enfants ont besoin, pour être heureux, de vivre dans la paix. Ça, c'est quand même très important. Ils ont besoin de vivre dans une certaine harmonie familiale, qu'il n'y ait pas trop de conflits et qu'ils puissent s'inspirer des relations familiales qu'il y a entre eux, entre les parents et les grands-parents, pour un peu se projeter dans la vie future. Et justement, en quoi les grands-parents aujourd'hui peuvent jouer un rôle essentiel dans cette dynamique-là? Eh bien, déjà en proposant de l'aide aux parents. Ça, c'est très important. On en parlera, j'imagine, un peu après. Moi, je suis pour le fait de proposer de l'aide. En fait, je suis pour l'aide obligatoire des grands-parents à tous les parents. Et même si on n'a pas de grands-parents, il faudrait qu'on puisse se prêter les grands-parents, mutualiser les grands-parents. Absolument. Et ça, je le crois vraiment, et on voit vraiment une différence dans une forme de sérénité des parents quand ils ont de l'aide, en fait, tout simplement. De l'aide de manière générale, mais donc les grands-parents sont quand même l'aide la plus privilégiée. Je dirais aussi que les grands-parents doivent un peu être garants de la paix. Ça, c'est quand même important. On parlera un peu des conflits peut-être après. Mais les parents les grands-parents doivent faire régner la paix dans les familles. Ça paraît être un détail, mais en fait, c'est pas du tout un détail d'être en paix dans sa famille. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les enfants s'inspirent de cette paix, de cette fluidité relationnelle, de cet amour, pour un peu se projeter dans un monde qui va arriver. C'est beaucoup plus facile pour un enfant de se dire je vais grandir dans un monde finalement où les gens s'aiment, parce que dans ma famille on s'aime, plutôt que de dire tout est hostile et les relations sont conflictuelles comme dans ma famille. Vous avez conscience de ça, Evelyne, que vous... Je dirais, tout le rôle de la belle-mère, attention, parce que la belle-mère qui est grand-mère, elle doit faire attention effectivement à son rôle. Là, je suis tout à fait d'accord. Oui, bien sûr. Justement, vous, Evelyne, est-ce que vous avez conscience que vous apportez cette paix, comme le disait oui, Lénaïgue, tout à fait, au sein de votre famille? Et tout à fait. Et c'est vrai que, alors, on est à la fois, donc il y a les parents, les grands-parents, mais avant d'être grands-parents, on est beaux-parents.
Et c'est vrai qu'il faut faire attention à la relation avec le gendre ou la belle-fille. Et je dirais que, je ne dis pas que j'ai la chance, mais ma fille est mariée avec une femme et je m'entends parfaitement avec donc, ma belle-fille. Et mon fils est séparé, donc je n'ai pas d'autre belle-fille. Je n'ai qu'une belle-fille. Donc de ce côté-là, et c'est pareil, on s'entend très bien. Et c'est vrai que pour les gosses, c'est hyper important qu'il n'y ait pas de conflit déjà parents-enfants. Parents-grands-parents, enfin parents-enfants bien sûr, mais parents à grands-parents, comme il peut y avoir dans certaines familles, et aux grands-parents d'appuyer sur la pédale douce et de dire bon, laisse tomber, laisse faire, t'es pas tout à fait d'accord. C'est un peu notre rôle, voilà. Ce qu'on ne faisait pas quand on était parents, on va le faire maintenant qu'on est grands-parents. Et effectivement, c'est plus facile, on n'a plus le stress du boulot, on n'a plus le stress de la vie quotidienne que nos enfants peuvent avoir encore aujourd'hui. Donc oui, voilà, une atmosphère un peu paisible, c'est profitable pour tout le monde. Et justement, ces fameux conflits sont-ils totalement à proscrire au sein d'une famille ou est-ce qu'ils parfois ils peuvent être bénéfiques? Alors, un bon conflit, on pourrait dire un conflit efficace, c'est quand même un conflit où on peut dire, bah, là, j'ai pas été OK dans avec la façon. Là, j'ai pas été confortable, c'était pas OK pour moi, la façon avec laquelle tu m'as parlé, la façon avec laquelle tu t'es comporté avec moi. Donc, voilà, moi, je t'exprime cet inconfort. À toi et l'autre dit, bah, moi aussi, j'étais pas OK avec ça. Bon, écoute, je te propose qu'on fasse un marché, on fait en sorte de mieux s'entendre, etc. Ça, c'est le conflit, je dirais, idéal et nécessaire. Maintenant, donc, c'est important d'arriver à entrer en conflit, d'avoir ce qu'on appelle l'accès au conflit, c'est-à-dire d'arriver à accéder au conflit et pouvoir échanger en vérité. Mais tous les conflits ne sont pas essentiels. Et on est aussi un petit peu dans une société où on dit beaucoup, parfois, il faut que ça pète, c'est très important, etc. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout à ça. Et je pense qu'il est important de dire les choses, mais elles peuvent être dites quand même sereinement. Et elles peuvent aussi être vraiment... Chacun peut aussi faire des efforts pour être dans la paix, sans se négliger soi-même, évidemment. Maintenant, quand le conflit éclate, quand il est là, je pense encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, que les grands-parents en fait, quand on devient parent, et on le reste toute sa vie, en fait, et donc on a aussi, à un moment, cette posture à apporter de paix. Voilà, ça c'est très important. On est garant de la paix, de l'autorité, de la sagesse, etc. Donc quand il y a des conflits parfois entre nos enfants qui sont eux-mêmes parents, il est parfois important de dire non, 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 là on se calme, on ne se parle pas comme ça dans notre famille. Dans notre famille on se respecte, il y a des lois, on s'aime, etc. Donc on ne parle pas comme ça. Et parfois ces phrases qui durent 2 minutes, sauvent un petit peu les liens, décongestionnent un peu les conflits et permettent après d'être plus à l'aise. Et c'est vrai qu'on remarque aussi énormément de parents. Moi, je reçois beaucoup de parents pour leurs enfants qui sont très fâchés avec leurs propres parents. D'accord. Qui sont très fâchés ou qui ont été très fâchés, qui sont parfois même en rupture de lien, etc. Quand on est en rupture de lien avec ses parents, on est toujours triste de cette situation. Toujours, toujours, toujours. Et moi, j'essaye toujours, à n'importe quel âge, à n'importe quel stade de développement, de pouvoir faire la paix quand même dans les familles et entre ses parents, même quand on a 50 ans, même quand on a 30, 40, 50 ans. Il est important, je pense, de pouvoir tisser des liens aussi pour montrer à son enfant, donc au petit enfant, que en fait, les relations sont toujours présentes et quand on s'aime toute la vie, quoi. C'est souvent la solution à beaucoup de problèmes, mais c'est la fameuse communication dont on entend beaucoup, c'est communiquer entre membres de la famille. J'ajoute aussi à cela que, là je parle de manière générale, je ne connais pas évidemment les profils psychologiques, psychiatriques, relationnels, communicationnels de tous les membres des familles, des grands-parents qui nous regardent, mais dans l'idéal, c'est quand même bien au maximum de promouvoir la paix, quoi. Puis je dirais peut-être de pardonner, parce que c'est vrai que les enfants ont souvent un passif pour X raisons, enfin vous devez mieux le savoir que moi. Mais à un moment, c'est vrai que l'enfant qui grandit, qui a 40, 50 ans, il doit pardonner aussi à ses parents et accepter voilà, ce qui s'est passé voilà, dans les limites des choses bien sûr, acceptables, on est d'accord. Mais pour ses enfants à lui, c'est-à-dire que pour ses enfants, c'est ce que vous dites, c'est tellement important d'avoir une relation fluide. Aimante, bien sûr, mais voilà, il y a eu des soucis, on pardonne. Et pour l'enfant, c'est un exemple
de se dire, bon, ben, moi avec mes parents, je ne vais jamais... Et puis ça le rassure énormément, parce que l'enfant voilà. s'inspire de la relation que son parent a avec son propre parent. Bien sûr. En fait, l'enfant, il faut avoir quand même ça en tête, le monde de l'enfant, c'est le monde qu'on lui présente et que les parents lui présentent. Si le monde que les parents lui présentent est un monde où on s'entend bien avec ses parents, avec son père, on s'entend bien avec sa mère, eh bien, il se dit, il va se projeter là-dedans. Donc ça va être quand même rassurant pour lui. S'il y a des conflits, il va forcément se projeter dans une réalité conflictuelle, ce qu'on ne lui souhaite pas. C'est aussi le rôle des grands-parents, selon vous, Evelyne, que de parfois remettre l'église au centre du village dans l'éducation de vos petits-enfants. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un petit peu le souci, je dirais pas de conflit, mais des fois le friction, on va dire, un petit frottement. La façon dont nos enfants éduquent leurs propres enfants, et la façon dont nous, on a éduqué nos enfants, et dont, entre guillemets, on voit l'éducation de nos petits-enfants. Oui, mais tu fais pas ça, alors tu lui donneras pas ça à manger. Mais non, mais tu sais, ça, c'est des légumes à tous les repas. OK ? Et il ne peut pas, le soir, il se couche à telle heure. Alors, on s'est mis d'accord, parce que ça, il y a eu des petits moments quand ils étaient plus jeunes où c'était un petit peu chaud, on va dire. Et c'est ce qui se passe chez nous reste chez nous, entre guillemets. Et l'enfant fait parfaitement la part des choses. C'est tu te couches un peu plus tard quand tu es chez papy, mamie, c'est pas très grave, parce que tu reprendras les bonnes habitudes chez tes parents. Et il y a plein de petits... Tu vas manger des pâtes à tous les repas parce que mamie, elle fait pas la cuisine, mais c'est pas grave. C'est pas grave, chez toi, tu retrouveras... Et du coup, le gosse, il sait parfaitement que chez papy, mamie, c'est un peu folklore, mais c'est sympa, mais on va retrouver les règles en rentrant, ce qui est normal, bien sûr. Et du coup, il n'y a plus de... Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Le sujet de l'éducation, évidemment, c'est un vrai sujet. J'imagine. C'est le sujet principal de friction. Hein, c'est sûr. Surtout qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai changement de paradigme d'éducation de notre génération. Enfin, les parents d'aujourd'hui qui ont des enfants, globalement, entre 15 et 0, ont complètement changé de modèle éducatif. C'est incroyable. Beaucoup plus... moi, je les trouve beaucoup plus autoritaires que nous. En fait, ils s'emparent de beaucoup de petites règles, mais en réalité, le cadre de fond n'est pas du tout présent. Et c'est ça que les grands-parents déplorent la plupart du temps. Ils disent qu'il n'y a plus du tout de règles, tout se perd, etc. Mais bon, le problème, c'est que dire ça à un parent ne sert à strictement rien. Non, j'imagine. On parle souvent, Lénaïque, des grands-parents comme étant des gardiens des souvenirs, des gardiens des traditions. Comment ce rôle de transmission du passé, on en parlait tout à l'heure, et de la mémoire familiale contribue-t-il, selon vous, au bonheur des plus jeunes ? Effectivement, les grands-parents transmettent quelque chose d'eux, de leur histoire, et pour un enfant, c'est vraiment une source de grand bonheur aussi de savoir d'où il vient, de comprendre, d'avoir des anecdotes sur ses aïeux, de savoir qu'il vient de telle région, de telle filiation, etc. Et puis, en fait, ça enrichit la personnalité aussi. Hein. Quand on connaît des anecdotes de nos grands-parents, de nos parents, des parents de nos grands-parents, on se dit « Ah, moi, j'ai un point commun avec tel grand-père, j'ai envie de creuser ça dans ma personnalité. » Et donc, en créant ce lien de filiation, on enrichit la personnalité. Donc, grands-parents, faites des arbres généalogiques avec vos enfants, avec des anecdotes sur chaque personne, bien sûr. De la famille. Vous le faites, c'est un petit peu, Evelyne moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai une grosse partie de ma famille qui a disparu dans l'Holocauste. Donc, la famille, elle est que d'un côté. Mais ce que vous disiez, c'est intéressant aussi d'expliquer l'histoire. C'est clair. Parce que du coup, on explique, on raconte, et il y a des photos aussi, bien sûr. Et de dire ce qui s'est passé. Et ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Et vous voyez, dans votre histoire, donc l'histoire, la grande histoire, aura forcément une résonance toute particulière pour vos petits-enfants. Absolument. Et elle rejoint la petite histoire, et effectivement. Et oui, tout à fait d'accord sur le fait de transmettre. Ce qui est joyeux ou moins joyeux, évidemment. Bien sûr. Et est-ce que culturellement, et d'un point de vue plus psychologique, Lénaïque, la transmission se fait-elle plus facilement du côté de la grand-mère ou du grand-père ? Je dirais que ça dépend énormément des familles, ça dépend des liens entre les grands-mères, les grands-pères, les petits-enfants, les enfants, etc. Effectivement, on a un petit peu cette image-là parce que les grands-mères peut-être sont plus bavardes, ont plus été ces dernières années, enfin ces 50 dernières années dans le soin, dans le care, donc dans le fait de prendre soin des enfants, dans la parole, etc. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus vraiment le cas, puisque les grands-pères prennent beaucoup de plaisir à raconter aussi leur histoire à leurs petits-enfants, à passer du temps avec leurs petits-enfants, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment, il y a une sorte d'unité commune des grands-parents pour transmettre les souvenirs. Après, ça dépend aussi de la personnalité de chaque grand-parent. Il y a des grands-mères qui vont prendre aucun plaisir à parler de ça, des grands-pères qui au contraire le feront. Donc voilà.
Je rebondis juste en disant qu'effectivement, même je vois les grands-pères, enfin mon mari donc, est beaucoup plus grand-père qu'il a été père. Oui, bien sûr. D'accord. Ça a été un père normal, on va dire de notre génération à nous. Oui, bien sûr. Et comme grand-père, il est beaucoup plus présent, intéressé, disponible. Et c'est plus du tout. Et c'est vrai que ça, les schémas changent un peu quand même. Bien sûr, bien sûr. Vous ressentez en tout cas. Oui. Pas vous le voyez. Ouais, enfin, c'est voilà, notre réalité à nous. Hein. Si on s'intéressait maintenant aux solutions concrètes pour aider les grands-parents qui nous regardent donc, à cultiver ce bonheur familial, Lénaïg, auriez-vous des conseils à donner aux grands-parents pour renforcer leur rôle de piliers familiaux? Déjà, il faut absolument que les grands-parents aident les parents. Je pense que ça sauve vraiment les familles, les parents, ça les soulage. Le quotidien des parents aujourd'hui est lourd, parfois même harassant, de fatigue, d'exigence, etc. Aujourd'hui, les femmes travaillent, les parents... notre génération aussi. Mais je veux dire, bien sûr, mais aujourd'hui, quasiment toutes les mères travaillent. Enfin, dans les grandes villes, il y a 100% des mères travaillent, donc les enfants passent de nounou à grand... Enfin, il faut composer avec cette réalité qui est très exigeante. Donc les deux parents travaillent énormément. En plus, il y a beaucoup de stimulation sociale, relationnelle, culturelle, etc. Donc les parents sont très fatigués. Voilà, donc les grands-parents ont besoin... Enfin, il faut que les grands-parents aident les parents. Je dirais aussi qu'il y a une autre chose que les grands-parents peuvent faire, c'est de évidemment ne jamais critiquer, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas dire quand on est belle-mère qu'à notre époque il n'y avait pas de sèche-linge ou à notre époque il n'y avait pas de nounou ou il y avait une nounou, c'était plus facile, il n'y avait pas autant de... En fait, comme ça se passait avant, ça n'intéresse personne en fait. La seule chose qui intéresse aujourd'hui les parents et leurs enfants, c'est d'être valorisés. Les parents, ils ont besoin qu'on leur dise c'est super ce que tu as fait, même si c'est pas super. Les parents, ils ont besoin d'entendre qu'ils ont fait leur maximum et que c'est déjà génial, etc. Donc il est important que les grands-parents valorisent les parents. De cette manière-là, ils valoriseront aussi leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants se sentiront valorisés et aimés. Et en plus, ça propulsera les parents qui auront envie de faire encore plus de choses. Et n'oublions pas aussi, très important, que les grands-parents doivent donner de la joie, de la légèreté, créer des souvenirs, favoriser les liens entre cousins, etc. Ce que je voulais dire, c'est les parents sont d'abord nos enfants. Donc il ne faut pas oublier qu'ils restent d'abord, enfin qu'ils restent pas d'abord, mais ils restent aussi, parce que des fois il y a un petit peu de jalousie entre les enfants. Les enfants sont un peu jaloux de la relation qu'on a avec leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça reste nos enfants. Et cet amour qu'on a pour eux, effectivement, il est indestructible. Oui, et c'est toujours, bien sûr, on valorise toujours les enfants. Quoi. Donc, il faut dire ça. Il ne faut jamais oublier que voilà, c'est ton enfant, c'est pas parce qu'il a 40, 45 ans, 50 ans qu'il... Et c'est vrai qu'il faut garder cet équilibre d'amour pour les enfants. Parce qu'on a peut-être une tendance, quand ils sont surtout très petits, à focaliser que sur les petits-enfants. Non, les enfants. Pas oublier de dire à vos enfants pas oublier de dire aux enfants qu'on les aime toujours et qu'effectivement, ce que vous dites, les valoriser, les valoriser, les aider, oui, bien sûr. Et justement, vous, Evelyne, vos petits-enfants, est-ce que vous les voyez souvent? Et quand vous les voyez, qu'est-ce que vous faites avec eux? Voilà, moi je les vois souvent parce qu'on a la chance d'être tous à Paris, enfin, est de Paris. Donc oui, on se voit souvent, mais c'est pas tous les mercredis, c'est pas des dates fixes. Hein. C'est souvent le dimanche pour le déjeuner familial. Mais pas que, c'est des petites vacances. Et puis, je fais aussi attention, enfin, avec eux maintenant, ils sont un peu plus grands, ils ont 7, 9 et 11 ans. Donc, on arrive à faire des activités variées, jeux de société, ateliers de dessin, peinture. Et ce que je fais maintenant, qu'ils sont un petit peu plus grands, c'est pour leurs anniversaires, je prends une journée avec eux, j'en prends qu'un. Et on fait alors une journée Walt Disney, une journée Disneyland, une journée Futuroscope, mais un seul. Et du coup, consacrer du temps à chaque petit enfant. C'est ça, c'est plus en groupe, c'est plus les trois ensemble, c'est un avec nous. Et c'est vrai qu'il est tellement heureux d'être le petit enfant gâté, c'est la journée. Donc, on fait attention à, il y a les trois, mais aussi leur individualité. Voilà. Mais attention, est-ce qu'il ne faut pas non plus confondre grands-parents et nounous? Les grands-parents doivent-ils aussi s'imposer des limites et oser parfois dire non à leurs enfants? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais comme toute personne, en fait, il faut connaître ses limites, arriver à les exprimer, etc. Moi, je ne suis pas non plus pour les modèles un peu tout faits, où on dit les parents ne doivent pas être des nounous. Bon, pendant des années, les grands-parents ont été les nounous.
l'essentiel, c'est que tout le monde soit OK et soit confortable. Si les grands-parents ont envie d'être hyper présents et ont le désir de l'être et les parents ont besoin des grands-parents, bah, les grands-parents, soyez les nounous du moment que tout le monde est à sa place et tout le monde est heureux, en fait. C'est le plus important. Le problème, quand il y a des symptômes, des nœuds, des conflits, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas à l'aise. Et là, c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, les grands-parents d'aujourd'hui vont peut-être plus dire non, peut-être qu'avant. Bien sûr. Parce qu'ils ont effectivement plus d'activités qu'avant. Mais parfois, il faut dire oui aussi. Ah, bien sûr. Parce que vous trouvez qu'ils ne disent pas souvent oui, c'est ça? Non, mais parce que parfois aussi, on est un peu dans des modèles où les grands-parents disent non, moi je suis pas la nounou, je suis pas la babysitter. C'est vrai. Bon, de quoi tu as envie? Non, de quoi vraiment, de quoi chacun a envie et quelle est la place juste de chacun? Moi j'ai exactement dit ça à mes gosses. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème pour vous aider. Sauf que dans la mesure du possible, sauf maladie et école, grève à l'école, etc., j'aime bien programmer. Moi, il faut programmer. Si c'est tel jour, si c'est telle date, si c'est telle vacances, si c'est un mercredi, les soirées, on programme. C'est pas 1 heure avant, dis-moi, tu gardes des gosses là, dans 1 heure. Non, mais ça, je peux pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez juste mis votre limite. Vous avez dit ça, c'est pas OK pour moi. Et donc, mais pour d'autres grands-parents, ce sera OK à la dernière minute. Ils préféreront même. Oui, des fois, dans certains cas, oui. Voilà. Un modèle de chacun. Oui, c'est ça. Et parfois, il y en a qui diront, moi, c'est que les vacances. Parfois, qui diront, moi, c'est que les mercredis. Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'essentiel, c'est que chacun puisse être à l'aise dans la relation. Et le dire avant. Voilà, c'est ce que vous avez dit. C'est effectivement dire dès le début, enfin, voilà comment je fonctionne. Et, dans la mesure du possible. Voilà. Dans la mesure du possible. Pour terminer, selon vous, Lénaïg et Evelyne, qu'est-ce que c'est qu'être un grand-parent? Un bon grand-parent? Est-ce qu'il est possible de donner une définition du bon grand-parent? Allez-y. Alors moi, c'est être heureux ensemble. Voilà, c'est être heureux ensemble avec les enfants, les petits-enfants et je dirais aussi la famille autour. Parce que là, on parle parents, grands-parents, petits-enfants. Bien sûr. Mais il y a frères, sœurs, neveux et ça fait partie quand même. Les cousins, par exemple, pour les petits, c'est super. Enfin, même les petits cousins, Donc, la famille a grandi, je dirais, être heureux ensemble. Voilà. Moi, j'ai par exemple une belle-sœur qui sert de deuxième grand-mère, qui dépanne beaucoup quand je ne peux pas. Voilà, elle est heureuse, elle n'a pas de petits-enfants encore. Donc, la famille, elle a grandi et on est tous heureux. Voilà, simplement. Très bien. Je dirais exactement pareil et j'ajouterais aussi être heureux dans le monde. C'est-à-dire aussi inviter les enfants à aller découvrir le monde et ça, c'est aussi une force des grands-parents. Voilà. Nous arrivons au terme de cette petite conférence. Merci Lénaïg Stephens, donc psychologue spécialisée dans les sujets liés aux enfants et à la famille, mais aussi, donc, je le rappelle, auteur du livre Parents, soyons heureux, publié aux éditions Erol, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci aussi à vous, Evelyne, d'être venue pour parler de votre quotidien de grand-mère, finalement. Nous n'avons pas eu le temps de parler de l'association Stop Illettrisme, auquel vous faites partie. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots avant qu'on se quitte? Si vous voulez, oui. Je suis trésorière d'une association qui s'occupe de former des salariés en situation d'illettrisme. D'accord. Parce qu'il y a encore des salariés en situation d'illettrisme en France, notamment dans, par exemple, le personnel de ménage ou les personnels de prestations diverses. Donc, on travaille, on fait des formations certifiantes pour ces salariés et on profite que ce sont des salariés dans des entreprises pour organiser aussi un tutorat avec les entreprises qui hébergent ces salariés. Donc, le tutorat et la formation ensemble, ça fonctionne très bien. Et on a des super résultats. Très bien. Merci pour votre investissement dans cette belle cause. Et puis merci aussi à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que cette petite conférence créée en collaboration avec Cocoon, courtier en assurance santé et prévoyance pour toute la famille, vous a inspiré. Si vous cherchez des solutions pour prendre soin de vous-même et de votre famille au quotidien, je vous invite à vous rendre sur le site cocoon.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite conférence. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.